Compose, épisode 71. Je me rends pas compte parce que j'ai l'impression d'avoir de l'équilibre, mais en même temps, quand je vois, je sais qu'il faut pas se comparer, mais justement, des amis qui ont mon âge, qui ont une vie équilibrée, et pour elles, équilibrée, c'est avoir un chez-soi avec leurs copains, leurs copines, peut-être même avoir des projets de famille et avoir une activité principale, là où moi, je vais dans tous les sens et où je suis très certainement déséquilibrée par rapport à elles. Et il n'y a pas de mauvais côté ou de bon côté, les deux sont hyper cool. Mais du coup, je suis pas sûre que de l'extérieur, on pense que je suis équilibrée. Mais pour moi, c'est mon équilibre. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Un podcast produit par Minuit Studio, l'agence de communication 360 que j'ai cofondée avec mon associée Julie. Chez Minuit Studio, on imagine des stratégies sur mesure portées par l'écoute, le sens et la créativité. De l'identité visuelle aux réseaux sociaux, en passant par la production de contenu ou les relations presse, on met tout en œuvre pour faire rayonner vos projets. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur www.minuitstudio.be. Allez, place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laure Rullemont, connue sous le nom des Jolis Mots sur Instagram et TikTok. Laure est poétesse et chanteuse. Ensemble, on a parlé de sa passion pour l'écriture depuis toujours, de ses carnets de notes, de son compte Instagram qui était très anonyme au début, de sa première chanson, sortie en janvier, de son premier livre qui paraîtra en septembre, de l'équilibre qu'elle a trouvé entre l'art et son job de prof, de la difficulté de se vendre, du syndrome de l'imposteur, des concours d'éloquence. J'espère que l'épisode vous plaira et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose ça là. Bonne écoute. Merci Laure d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc poétesse, chanteuse et tu as un compte Insta, des Jolis Mots. Tu peux m'expliquer un peu, pour revenir au tout début, comment c'est né en fait cette passion pour les mots ? Alors le tout début, ça remonte à quand j'avais 8-9 ans. Et en gros, j'écrivais dans mes cahiers d'école, j'avais des journaux intimes aussi. Ah mais que je peux montrer en fait, je les ai juste à côté donc je pourrais les montrer. Et en fait, je racontais vraiment des choses hyper random, des trucs que je vivais dans la cour de récré, qui était ma meilleure copine, ce genre de choses. Et je faisais des petits poèmes déjà aussi, qui étaient très naïfs, qui parlaient d'animaux... Et un peu d'amour aussi. J'ai retrouvé des trucs qui parlaient déjà un petit peu d'amour. Donc le commencement, c'est vraiment là, dans mes cahiers d'écriture. Et tu sais d'où ça vient ? Est-ce que tes parents avaient l'habitude d'écrire ? Est-ce qu'on te, entre guillemets, on te poussait un petit peu à écrire ? Pas du tout. C'est vrai que c'est une très bonne question. Je sais pas si j'ai regardé un film un jour qui m'a donné peut-être envie de faire un journal intime ou quelque chose comme ça. Mes parents, ils sont très rationnels, très cartésiens. Donc vraiment, c'est vrai, ils aiment pas trop écrire. Donc franchement, je sais pas d'où ça me vient. Je me pose la question parfois. Mais ouais. Et c'est quelque chose que tu as continué comme ça sur le long terme ? Tu t'es jamais arrêtée d'avoir ces petits cahiers ? Non, je me suis jamais arrêtée. Là, je suis au 4e du coup. Alors ça a évolué d'un carnet de petits chiots à un carnet un peu plus stylé. Mais c'est vrai que je me suis jamais arrêtée et je pense que ça s'arrêtera pas parce que j'ai une profonde envie et un profond besoin de ne rien oublier. Et donc c'est vraiment une façon pour moi d'ancrer les choses et même les trucs les plus nuls, les petits trucs qui m'arrivent, je les note parce que j'ai très peur d'oublier les choses et j'ai un peu ce truc où je me dis si un jour j'ai l'Alzheimer ou si je perds la mémoire, j'aurai ces carnets et je pourrais me remémorer les trucs. Trop chouette. Et à quel moment de la journée tu écris ? J'ai pas vraiment de moment. C'est pas vraiment une discipline. Ça me vient très naturellement. Il y a aussi les notes de mon téléphone. Ouais. Donc ouais, ça peut être à 3h du matin quand je rentre de soirée, comme le matin en me réveillant, comme au boulot, je sais pas. Ça m'arrive un peu tout le temps dans la journée. Trop bien. Et comment t'es retombée du coup sur ces cahiers ? Comment t'as décidé de transformer ces textes en quelque chose que tu montrais publiquement ? Comment c'est devenu moins intime ? Moins intime, c'est vrai. Je sais pas en fait dire le déclic. Je sais que quand j'ai terminé mes études, j'ai eu une rupture et j'avais vraiment besoin encore plus à ce moment-là de partager ce que je ressens. Et donc j'ai fait ce fameux compte TikTok qui était très anonyme, où il n'y avait pas de photo de profil, où on voit pas ma tête. Et j'ai commencé à
En fait, j'avais envie de toucher un petit peu au montage. Je venais de finir journalisme, pardon. Donc, j'avais envie d'un peu concrétiser ce que j'avais fait et d'à la fois poser des mots sur tout ça, sur des vidéos que je faisais aussi, du coup. Et c'est né comme ça. Et au début, pas grand monde voyait les vidéos. Hein. C'était vraiment pour moi, finalement. Et puis, un jour, ça a fonctionné. J'ai posté un truc et ça a explosé. Et pourquoi ce nom de joli mot, MAUX? MAUX. J'aime bien ce mot. Il y a des mots que j'aime bien. J'aime bien le mot palindrome aussi. J'aime bien le mot mot. Et parce que ce qui est triste peut aussi être beau. Et pourquoi c'est vers le journalisme que tu t'es dirigée? C'est vraiment pour cet amour des mots, tu t'es dit que c'était la voie pour toi? Exactement. Alors que finalement, le journalisme, c'est vraiment plein d'autres choses que les mots. Et je me disais en fait naïvement que, comme j'aime écrire, bah c'est bon, le journalisme c'était fait pour moi quoi. Puis je me suis rendu compte que le journalisme c'était beaucoup d'aspects techniques, que c'était une connaissance assidue de l'actualité pour mon plus grand désarroi. Et mais par contre ça m'a fait me rendre compte que dans le journalisme ce que j'aimais c'était vraiment les formats longs, le fait d'enquêter, le fait de creuser, le fait d'aller à la rencontre des gens, et que justement tout ce qui est poster en instantané sur le web, etc., rafraîchir les actus, ça, c'était pas mon truc, quoi. Donc je sais que si un jour je me replonge dans le monde du journalisme, ce sera dans un truc soit à la radio, soit un truc où tu creuses et où tu fais une enquête de plusieurs mois pour avoir des éléments concrets et pas d'être dans le superficiel, entre guillemets, quoi. Oui, tu parles de la radio. D'ailleurs, tes vidéos, on entend que tu as une voix très posée. Même ici en interview, tu as une voix très posée. C'est aussi les études de journalisme qui ont appris ça? Je pense pas. Je pense qu'ils m'ont aidé à le faire d'une façon journalistique. Ouais. Mais je pense que ma voix, ça a toujours été comme ça. Puis avant, je m'entraînais juste toute seule à lire mes textos. Mais maintenant, je le fais devant plein de gens. Ces vidéos que tu as lancées comme ça sur les réseaux sociaux, à partir de quand tu as commencé à avoir pas mal de vues sur ces vidéos? Qu'est-ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur? En fait, ça, c'est toujours un peu une grosse question qu'on se fait par rapport aux algorithmes, etc. Je sais que donc j'ai commencé sur TikTok et il y en a certaines que je postais sur Instagram, et ça c'est toujours marrant parce que t'en as qui fonctionnent mieux sur Insta, d'autres mieux sur TikTok, alors que c'est exactement la même vidéo avec le même son, etc. Et moi, la première qui a bien fonctionné sur TikTok, c'était je revenais d'une journée à Namur, justement. J'étais chez ma grand-mère, il y avait des trucs qui tournaient dans ma tête, des phrases qui tournaient dans ma tête. Et juste avant d'aller dormir, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit quelque chose de très spontané. Là où avant, les textes, c'était plus des textes que j'écrivais en avance et que je récitais par la suite. Là, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit ce que je pensais, quoi. Et le lendemain... j'avais, je pense, 4000 abonnés en plus, des centaines de milliers de vues, des dizaines de femmes, parce que c'était un texte qui visait plutôt les femmes, des dizaines de femmes qui commentaient, qui se retrouvaient. Et donc ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux en faire un truc, quoi. Mais ça m'est pas venu, c'est quelque chose auquel je pensais pas vraiment, en fait, au début. À la base, c'était juste une nouvelle forme de cahier, finalement. Ouais, c'est ça, un nouvel endroit où je pouvais dire ce que je pensais et décharger un petit peu aussi. Finalement, c'est ça, ouais, j'avais besoin de décharger certaines émotions. Même si c'est pas forcément 100% ce que moi je ressens, ça m'aide. C'est un exutoire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis cet exutoire, il a plu aux gens et ça a été leur exutoire à eux et on en est là aujourd'hui. Et est-ce que tu comprends pourquoi ça plaît aux gens? Enfin, comment tu l'expliques en fait que voilà que ça touche les gens et que ça, entre guillemets, ça marche? J'ai l'impression que c'est parce que j'arrive à mettre des mots simples sur des choses compliquées et que justement il faut pas faire des grandes phrases pour dire voilà, tu me manques, bah tu me manques, quoi. Et je sais qu'on me dit beaucoup, en tout cas, que ma voix aussi aide à ça, à amener de l'émotion. Donc ouais, c'est essayer de pouvoir ressortir ce que moi j'ai pu ressentir à un moment donné et qui pourrait aussi toucher des gens et faire qu'ils se retrouvent là-dedans, quoi. C'était dur de faire le pas de oser rendre ça public?
Ouais, c'est vrai que quand on se rend compte que plein de personnes écoutent notre voix, c'est toujours un peu... Mais comme justement on voyait pas ma tête, c'était déjà plus facile. Oui. Je me cachais un peu derrière la voix off. Là où dans la musique, j'ai dû montrer ma tête, j'ai dû... Ouais. Question de fierté aussi. Enfin, c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec une amie l'autre jour où j'ai l'impression que le fait de me cacher, c'était aussi un peu au syndrome de l'imposteur. De se dire en fait, j'ai envie de rester derrière ce truc et qu'on me reconnaisse pas trop parce que est-ce que je suis légitime de parler? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que mon art est légitime? Et la musique, ça a été une façon de me dire, bah en fait, ose et te cache plus et c'est cool. Voilà. Oui, comment c'est venu ça, la musique? Comment t'as eu envie aussi de transformer ces mots en chansons? Ben, je dis souvent que c'est une extension de ce que je fais déjà, que c'est juste plus rythmé et un petit peu différent quand même, mais finalement le processus d'écriture est pas tellement différent. Souvent j'écris et je fais mes mélodies avant qu'il y ait une prod dessus. Ouais. Du coup, ça change pas énormément de ce que je peux faire d'habitude. Et comment ça m'est venu? J'ai aussi des souvenirs de quand j'étais toute petite dans la cour de récré où je chantais et où j'imaginais des textes, etc. Mais j'y avais jamais pensé sérieusement. Et en fait, j'avais une to-do list où j'étais là en mode, ok, un jour, il faut que j'écrive une chanson. Et ben, je l'ai sortie. Voilà, je l'ai écrit, je l'ai sortie. C'est trop bien. Et ça, c'est assez récent. C'était en mai que t'as sorti cette chanson? La première, c'était en janvier. C'était en janvier, pardon. Ouais. Non, c'est pas grave. Et la deuxième, c'était en mai. C'était en mai, c'est ça. Et comment tu t'es sentie, en fait, du coup, en janvier, quand cette première chanson est sortie, comment tu t'es sentie? En fait, c'est très bizarre parce que c'est plusieurs semaines de travail. Et puis quand ça sort, on sait pas quoi faire. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En plus, on l'a écouté des centaines de fois, donc on peut plus l'entendre. On peut plus l'entendre et c'est le moment où tout le monde l'écoute. Donc, parfois, on est là. J'ai des images de moi toute seule dans ma chambre en mode il faut que je l'écoute, il faut que je me mette dans la peau de quelqu'un qui l'écoute. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai sortie en indépendante. Et pour une musique indé, elle a quand même fait quelques streams, donc c'est cool. C'est trop bien. Et beaucoup de retours. Beaucoup de retours de gens qui ont dit que c'était cool. Et là, l'envie, c'est quoi? Après ces 2 singles, est-ce que tu travailles potentiellement sur un EP? Est-ce que tu as d'autres projets dans la chanson? J'en ai une 3e qui va se finaliser là la semaine prochaine. J'essaye encore J'ai peur d'aller plus vite que la musique, justement. Ouais. Et j'ai peur de tout mélanger aussi parce que y a les vidéos, il y a la musique, il y a le livre. Même si c'est cohérent parce que ça reste moi, ça reste ce que je fais, ça reste mes mots et ça reste juste des formats différents. Mais ouais, faut que je fasse attention, en tout cas au niveau, je perds ma voix, au niveau de la promotion de ce que je fais, que l'un n'empête pas sur l'autre. Et donc ça, je commence à me dire, ok, il faut que je commence à planifier un petit peu pour pas que ça soit l'un contre l'autre, quoi. Et tout ça, tu le gères vraiment toute seule? Ouais, enfin... Tous ces projets-là? Tous les projets, je le fais toute seule. Mais là, du coup, j'ai passé le pas d'engager un attaché de presse. C'était déjà un gros pas, le fait de déléguer. Parce que j'aime bien tout faire toute seule. Mais c'était important de pouvoir s'aider de personnes. Et le livre avec une maison d'édition quand même, qui m'a approché là il y a... En fait, c'était très récent, c'était il y a 1 mois et demi, je pense, 2 mois. Et ouais. Du coup, un attaché de presse et une maison d'édition. C'est cette maison d'édition qui est venue te chercher? Ouais. Comment tu l'as... Est-ce que tu y as cru, déjà? J'étais là en mode waouh. Parce que se lancer dans la publication d'un livre, moi, ça me faisait super peur. Ouais. Et de nouveau, dans ce truc, j'ai du mal à me vendre. Et donc, que ce soit dans la couverture médiatique dont j'avais envie ces derniers mois, ou justement le fait de démarcher des maisons de disques pour essayer... de pouvoir être publié. J'avais pas envie d'envoyer des mails un peu impersonnels à tout le monde, de faire genre il faut me choisir moi parce que je sais pas. Et puis du coup quand ils m'ont contacté, j'étais en mode mais la vie est bien faite quand même. Et du coup, ce livre, ce sera un recueil de textes, de combien de textes et quel sera le fil rouge? Donc c'est justement un fil rouge, je sais pas trop s'il y en aura parce que c'est un mélange de 3 formats, donc c'est un mélange de textes travaillés,
de notes de téléphone et de journal intime, enfin de journaux intimes plutôt, c'est mieux. Et donc ça reste quand même l'amour, hein. Je vais parler beaucoup d'amour, mais aussi de mon évolution. Je vais évidemment pas exposer toute ma vie intime comme on pourrait le croire quand je parle de journaux intimes, mais voilà, de prendre un ou deux textes de chaque journaux et de se dire ok, quel était mon état d'esprit quand j'étais plus petite, comment est-ce que ça a évolué, comment mon écriture a évolué, et ouais, et quelle est ma vie en fait dans cette nouvelle vie, finalement. Parce qu'en plus de tout ça, tu es aussi prof de français. Comment t'arrives justement à faire la part des choses et à toujours laisser la place à tout cet aspect plus artistique ? Déjà, je pense que c'est con, mais l'emploi du temps, je suis en mi-temps là-bas. Donc j'ai la chance de travailler le lundi, le mercredi et le jeudi, mais le mardi et le vendredi, c'est consacré en fait au reste. Et donc ma vie à l'école, c'est ma vie à l'école, et la vie sur les réseaux et artistique, c'est aussi la vie artistique. J'essaye un maximum que ça empiète pas l'un sur l'autre. Oui. Et franchement, je réussis bien. Pendant des mois et des mois, mes collègues n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais. Et maintenant, ils savent. Mais ouais. Et comment ils l'ont su ? Est-ce que tu as osé leur en parler ? Je pense que c'est parce que c'est une équipe qui est vraiment super, super géniale. Et je pense que j'en ai parlé avec une de mes collègues. Et elle a un peu passé... Enfin, un jour, on était dans la salle des profs. Et elle a dit, mais vous savez pas, mais Laure... en fait, elle fait des trucs sur Internet. En fait, elle chante. Et donc, ouais, non. Et donc là, ils m'ont apporté énormément de soutien. Ils ont été 15. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup plus, en fait, à acheter le livre, quoi. Ah, waouh. Ouais, ils ont presque tous acheté. Donc, franchement, ouais. Je peux pas rêver mieux comme équipe. Et, je me sens vraiment hyper épanouie dans ce boulot, là où je pensais jamais être. J'ai pas du tout de diplôme, ni pour être prof, ni pour être éducatrice. Et ça m'apporte énormément aussi. Et c'est hyper important pour l'équilibre. Je pourrais pas faire 100% le côté artistique ou 100% l'école. Et j'ai vraiment mon équilibre avec les deux, quoi. C'est trop chouette parce que t'es consciente d'être aussi très jeune et de trouver déjà ton équilibre, parce que t'as 25 ans, t'es sortie des études du coup il y a un peu plus d'1 an. T'es consciente de cette capacité que tu as à trouver déjà ton équilibre et que c'est impressionnant ? Non, pas trop. Mais c'est gentil de me le faire remarquer. Mais non, c'est vrai que je me rends pas compte. Je me rends pas compte parce que j'ai l'impression d'avoir de l'équilibre, mais en même temps, quand je vois, je sais qu'il faut pas se comparer, mais justement, des amis qui ont mon âge, qui ont une vie équilibrée, et pour elles, équilibrée, c'est avoir un chez-soi avec leurs copains, leurs copines, peut-être même avoir des projets de famille et avoir une activité principale, là où moi, je vais dans tous les sens et où je suis très certainement déséquilibrée par rapport à elles. Et il n'y a pas de mauvais côté ou de bon côté, les deux sont hyper cool. Mais du coup, ouais, je suis pas sûre que de l'extérieur, on pense que je suis équilibrée. Mais pour moi, c'est mon équilibre. Et tu parlais de tes collègues qui ont acheté le livre. Donc là, il est en précommande. Je pense que quand l'épisode sortira, il restera peut-être quelques jours avant la fin. Pourquoi passer par ce format de précommande déjà ? C'est pour des raisons écologiques et financières, tout simplement. De se dire, ok, est-ce que mon livre est vraiment viable ? Ça se dit pas trop, mais est-ce que il y a de l'intérêt pour lui ? Est-ce que ça serait à quelque chose d'imprimer des stocks et des stocks pour qu'au final, il soit pas vendu ? Donc ça, et alors, question financière, ben oui, parce que ça coûte énormément d'argent d'imprimer un livre. Et ouais. Et en tout cas, c'est intéressant. De nouveau, c'est dur parce que c'est se vendre et c'est, voilà, faut avoir de l'imagination, essayer de pas non plus être trop auto-centré, essayer de... Ouais, mais c'est aussi intéressant comme processus. C'est encore un nouveau truc, c'est encore un nouveau défi, donc c'est super. Et ouais, j'espère vraiment qu'il pourra... Je sais pas si vous connaissez... Enfin, si tu connais Papyrus à Namur. Oui. Mais mon rêve qu'il soit vendu là-bas. Oh, trop chouette. J'espère vraiment. Parce que je me dis, là, les gens, ils le verront en vrai, dans la vie réelle, donc... Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de sortir ce format papier ? Parce que c'est la concrétisation de l'origine du projet. C'est moi, quoi. Enfin, je dis pas que les vidéos, c'est pas moi, mais l'écriture dans un livre, c'est plus moi, c'est mon rêve depuis toujours, c'est
pour moi, c'est plus concret en fait que les réseaux. Où les réseaux, j'ai plus une peur que ce soit éphémère, que le livre, il est imprimé, il sera là pour toujours, c'est éternel. Ouais. Et tu dois atteindre combien de précommandes ? 150. 150. Donc là, il me reste 31. Trop bien. Donc je croise les doigts. Je pense que je vais imprimer des petites affiches pour mettre justement dans ma petite campagne. Il y a un petit magasin, une boucherie, et je pense que je vais imprimer des feuilles pour mettre là-bas, pour essayer de voir si ça fonctionne. Mm-hmm. Ça te touche déjà que il y a plus de 100 personnes qui ont précommandé ton livre ? Ouais. Et d'autant plus que c'est pas juste des proches. Moi, je pensais que ça allait être plus des proches, des potes qui me soutiennent, et c'est déjà incroyable. Mais non, il y a aussi des gens qui me suivent, qui l'ont commandé, enfin précommandé. Et il y en a une qui m'a envoyé un message, mais hyper touchant, il y a quelques jours, en me disant, voilà, j'ai eu une rupture il y a 1 an, je suis tombée sur ta vidéo, ça m'a guérie. Oh. Et ça m'a aidée à passer à autre chose. Et elle m'a dit, voilà, là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est de nouveau fini. Et j'ai précommandé ton livre parce que je sais que ça va m'aider, quoi. Et là, je me suis dit, waouh. Parce que parfois, je pense qu'en tant qu'artiste, on se demande beaucoup pourquoi on fait ça. Mm-hmm. Et puis justement, pourquoi révéler autant d'intimes, pourquoi s'afficher sur les réseaux, alors que parfois on aimerait juste se tapir quelque part et dans l'ombre. Et puis quand on reçoit ce genre de message et quand on sait qu'on a aidé des personnes à quitter les personnes qu'elles aiment ou à retrouver, parce que ça aussi, j'ai eu des gens qui se sont retrouvés en s'envoyant une de mes vidéos. Ça, c'est... Waouh. C'est hyper puissant. Et c'est chouette que les gens te partagent tout ça, en fait, aussi. Vraiment. Et parfois, ils se disent qu'en plus, je vais jamais lire et jamais répondre, mais je réponds à chaque fois. Au total, t'as plus de 100 000 abonnés, quand même, TikTok et Insta confondus, donc tu peux paraître peut-être inaccessible, entre guillemets, pour ta communauté. Oui, ouais. Mais non, et après, c'est vrai que je suis pas dans leur position, entre guillemets... Après, je sais que je suis quelqu'un d'accessible, je vais jamais dire non. Bon, sur TikTok, il y a beaucoup d'hommes qui m'envoient leur numéro de téléphone. Ça, je ne réponds pas. Mais si une personne prend le temps de me faire un message par rapport au fait qu'elle aime mes vidéos ou qu'elle se retrouve, j'en sais rien, pour moi, c'est hyper important d'accorder du temps à ça et de répondre. Parce que c'est grâce aux personnes qui m'écoutent et qui me suivent qu'aussi je peux arriver là où je suis, quoi. Donc c'est... J'allais dire un contrat, mais c'est pas du tout un contrat, mais c'est une relation multidimensionnelle. Ouais. Et est-ce que tu te rends compte des 100 000 personnes ou est-ce que c'est un chiffre qui te paraît un peu irréel ou... Non, je pense que je m'en rends pas trop compte. Et de nouveau, dans ce truc où, dans mes vidéos, on voit pas forcément mon visage, celles qui ont fonctionné le mieux et qui ont fait le plus de vues, c'est... On voit pas ma tête, et donc il y a pas ce truc où on me reconnaît dans la rue, ou j'en sais rien, ça m'arrive, mais c'est pas hyper fréquent. À part si c'est des gros événements ou des trucs comme ça, mais du coup finalement j'ai une vie très normale. Donc 100 000 abonnés, je me rends compte que c'est énorme, je me rends compte que c'est cool, mais dans la vie réelle, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de gros impact, quoi. Est-ce que tu te dis quand même que ces 100 000, c'est aussi une bonne base, entre guillemets, pour justement t'aider dans tes projets futurs, donc dans la musique, dans le livre, etc. Ça. Ouais, c'est ça. Et ça, je me sens hyper reconnaissante de me dire que c'est la base de peut-être un truc plus grand plus tard. Et peut-être, que ça me donne un certain crédit, si je peux dire, de se dire, OK, il y a quand même 100 000 personnes qui aiment mon travail et ce que je fais. Ce qui pourrait sensibiliser les gens avec qui je travaille dans le futur, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais par contre, je sais pas si dans 10 ans, je ferai encore des vidéos. Ça, c'est une bonne question. Et est-ce que, quel a été le moment déclencheur en fait pour te montrer ? Pourquoi un jour t'as décidé de montrer ton visage, je pense que les premières vidéos où je voulais montrer ma tête, je lisais les textes ou un truc comme ça. Et je sais pas. C'est toujours ce truc du syndrome de l'imposteur. Je me disais, OK, j'ai quand même envie qu'on remette un visage à ce que j'écris, parce que c'est moi. Et puis après, je voyais que je paniquais et je supprimais la vidéo. Et puis du coup, j'ai essayé parfois de mettre ma tête de façon un peu plus... de mettre quelques secondes dans une vidéo. Et je sais pas, ça a été quoi le déclic ? Je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas un jour mettre ma tête. Et ça t'a stressé ? Ouais, c'est super stressant, bien sûr. Mais
Je touche du bois, j'ai jamais eu de remarques déplacées par rapport à mon physique, par exemple, par rapport... Et les gens sont vraiment super bienveillantes, donc je me suis jamais sentie mal à l'aise dans ce sens-là à poster une vidéo de moi, quoi. Ah, tant mieux. Ça, c'est cool. Et tu sais si les personnes qui te suivent, c'est majoritairement des femmes, des hommes? Mais j'avais regardé à un moment donné sur mon téléphone. Ça dépend de TikTok et Instagram. Ouais. Je pense qu'il y en a un des deux, c'est 50-50 plus ou moins, et l'autre, c'est un peu plus de femmes. Et dans la musique, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais. Marrant. Et beaucoup plus de Français que de Belges. Ah, c'est marrant. Ouais. Énormément de... Là, je pense que la deuxième course-poursuite, il n'y a pas beaucoup de Belges qui l'ont écouté par rapport au nombre de Français. Mais c'est hyper intéressant aussi de se dire, il faut vraiment que j'aille faire un tour à Paris un jour. Je me le dis beaucoup. Oui, quel est ton programme là justement dans les prochaines semaines par rapport à déjà par rapport à la musique, mais par rapport aux livres, etc. Comment tu vas gérer ces différentes sorties? Pour la musique, je me dis que je me calme un petit peu. Il faudra que je refasse quelques posts justement par rapport à Course Poursuite, parce qu'avec le livre, ça s'est un peu chevauché. Ouais. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça justement. Là, je sens que le mois de mai et de juin ont été intenses, donc je vais ralentir un peu, j'en ai besoin. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où j'aurai atteint les 150 précommandes pour le livre, je vais prendre un peu de temps. Et la troisième chanson, c'est la grosse question. Je sais pas encore si je la sors pendant les vacances ou si justement j'attends que le livre sorte en septembre. On verra. Mais pour le livre, je suis assez confiante. J'ai déjà des idées En fait, je fais un concept, je fais des petits mots que je cache dans Bruxelles ou dans Namur. Oh, trop bien. J'ai déjà fait à Londres aussi. Et j'ai eu des retours incroyables avec ce projet-là. Et j'aimerais bien cacher, du coup, je vais avoir 5 livres et les cacher dans Bruxelles ou peut-être même un dans Namur. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Trop bien. Ça doit être super excitant de pouvoir réfléchir à tout ça. Ouais, franchement... parfois j'ai l'impression que je pourrais aller plus loin et que je pourrais réfléchir plus loin, avoir plus d'imagination. Ça, c'est aussi le danger. Ouais. On a toujours tendance à vouloir faire mieux et plus. Ouais. Et on se satisfait. Genre, là, moi, j'ai du mal à réaliser que j'ai écrit un livre. Et Et dans ma tête, c'est déjà, ok, qu'est-ce que je vais faire après? Et non, il faut que je me calme et que je me dise, ok, t'as déjà fait des trucs de ouf. Pose-toi, quoi. Et t'es fière aussi de pouvoir un peu rendre la poésie accessible, enfin déjà par rapport aux vidéos, mais même de manière générale, on a une image un peu vieillotte de la poésie, des recueils de poésie, et se dire qu'à 25 ans, déjà tu la valorises sur les réseaux sociaux et qu'en plus tu vas sortir un livre, t'es contente de pouvoir donner une nouvelle image? Ah ouais. Mais c'est marrant parce que, après, à mon avis, c'est parce que je vis dedans, des formations, j'allais dire professionnelles, mais artistiques, où pour moi, comme je suis aussi énormément de gens qui font de la poésie, qui écrivent, etc., ça me paraît pas tant lunaire, justement, de moderniser la poésie. Mais c'est vrai que je suis un peu dans ma bulle sociale et que c'est certainement pas comme ça que les gens voient la poésie. Mais si ça a permis, en tout cas, que les gens voient la poésie d'une façon plus légère et moins classique, c'est incroyable. Et puis ton travail a aussi été reconnu. Peut-être que ça a aidé ton syndrome de l'imposteur. Tu as participé à des concours d'éloquence. Tu peux un peu nous expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça se passe, et aussi pourquoi tu y as participé? Oui, bien sûr. Donc, un tournoi d'éloquence, c'est... il y en a qui sont un peu plus cadrés, d'autres qui sont plus libres. Et c'est Donc l'éloquence, c'est l'art de la parole. Souvent, on a un thème de base qui est soit imposé, soit qu'on choisit. Et on déclame devant un jury et ou un public. Et mon premier, j'avais 17 ans. C'était à mon école de secondaire. Et j'ai fini 3e. Donc c'était déjà pas mal. Et j'avais des profs que je connaissais pas qui étaient venus... me remercier un peu de la performance. Excellent. Et tout. Donc, c'était assez fou. Puis j'en ai fait un deuxième en sortant de la Réto qui a été filmé par Canal C et tout. Enfin, ça, c'était aussi impressionnant. Et donc, j'avais été en finale. Et puis, j'ai fait une pause pendant 2 années. Donc, pendant toutes mes années d'UNIF et tout, j'en ai pas fait. Et j'en ai fait un, là, l'année passée, avec Fellobel, qui est un organisme d'éloquence de Bruxelles. Et il faisait un concours national d'éloquence. Et je suis allée en demi-finale, c'était très chouette, j'ai fait des rencontres incroyables. On était super soudés, on se voit encore maintenant, tellement c'était un groupe vraiment incroyable. Et cette année, j'ai été nommée ambassadrice du concours
au Parlement européen. Donc ça, c'était... Ça, là, je me suis dit, quand même. Ouais, là, le syndrome de l'imposteur était déjà un peu moins présent. Je l'ai plus avec la musique, en fait, maintenant. Ouais. C'est un peu déplacé. Et ton rôle d'ambassadrice, ça consiste en quoi exactement ? C'était donc j'étais porte-parole du concours. J'ai expliqué un peu justement c'est quoi l'éloquence, pourquoi c'est important. Puis j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui ont envie de participer à ce genre de projet, donc c'était l'occasion de leur dire voilà. Il y a ça qui existe. Là, on parlait déjà de la finale au Parlement européen, mais c'était l'occasion de diriger justement vers les différents organismes qui existent pour l'éloquence, et alors de déclamer aussi devant les gens. J'ai eu l'occasion de déclamer pendant 5-10 minutes, et ça, c'était aussi quelque chose d'hyper impressionnant. De voir des gens qui me connaissent pas qui pleurent, c'est toujours déchirant, c'est toujours on a envie de prendre les gens dans les bras en leur disant mais pleure pas. Mais ouais, non, c'était une super expérience. C'était trop cool. Et ça, c'est impressionnant à la base de parler en public, en plus de déclamer du coup un de tes textes personnels face à des gens et de voir la réaction des gens en direct, comme t'en parlais là maintenant. Ouais, mais je pense qu'avec le stress, on fait attention aux gens sans faire attention aux gens. Ouais. On est tellement dans le truc, ok, il faut que je fasse mon texte, faut pas que j'oublie un mot, faut pas que j'oublie une phrase, que ouais. J'arrive pas vraiment à dire si je suis stressée de fou devant une assemblée. Je pense que j'arrive encore à gérer, mais au niveau de ma gestuelle, j'ai encore du travail. Le texte, ça va, mais la gestuelle, faut encore que je bosse. Et ça, tu vas le travailler toute seule ou tu penses te faire accompagner ? C'est toute une réflexion que j'ai par rapport aussi au fait de faire des scènes en musique, du coup. Parce que quand je chante, en plus les chansons que je chante, c'est pas des chansons... on peut faire une petite choré, j'en sais rien. Du coup, la présence scénique, je me demande si je vais pas prendre une coach ou faire peut-être du théâtre, j'en sais rien, pour m'aider un petit peu à à avoir conscience de mon corps et à comment l'utiliser. Oui, la musique, du coup, tu as déjà chanté en public, devant des gens que tu ne connais pas ? Même devant mes parents et tout, j'ai pas trop fait en comité réduit, parce que comme la musique, ça date de janvier, c'est jamais un truc que j'aimerais vraiment faire devant ma famille, devant les gens. Déclamer, ouais, mais chanter, pas trop. C'est plutôt en mode Laure, tais-toi. Laure, arrête de chanter dans la douche. Mais non, quand j'étais en réto, j'ai fait une pièce de théâtre. Et là, j'ai chanté dedans. Et donc, j'ai chanté devant le public. Et j'avais eu des retours déjà très, très sympas. Mais c'est la dernière fois et j'ai pas retenté. J'ai fait un live session il y a une semaine, mais c'était devant 2 personnes. Et c'était filmé. Et c'était très stressant. Donc, ouais, ça, c'est mon prochain challenge. Et tu penses que ce syndrome de l'imposteur, comment t'arriveras à le faire partir de la musique ? Pour la musique, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué que... Allez, il m'a fallu 25 ans pour que celui de l'écriture, il s'en aille. Et encore, il est encore un peu présent parfois. La musique, je me rends bien compte que j'ai pas une voix... Allez, je sais chanter juste, mais je sais pas aller dans des vocalises non plus de fou, etc. Donc, je sais pas s'il partira un jour. Rendez-vous dans 10 ans pour voir si c'est le cas ou pas. Et j'avais lu, je crois que c'était dans une interview ou alors c'était sur ton Insta, que tu aimerais bien plus tard donner des ateliers de poésie. Oui. Tu voudrais faire ça à destination de qui ? Des enfants, je pense. Franchement, des ateliers d'écriture. Mais je sais que c'est concrétisable maintenant. Je sais que il y a à Namur, justement, au Delta, dans le centre culturel... Je sais qu'ils rechargent des gens, donc ce serait incroyable. Et je me pose des questions aussi parce que avec mes élèves là que j'ai eu cette année, j'ai fait un cadavre. Je suis arrivée à le dire. Un cadavre exquis. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Quoi donc c'est le fait de, tu mets un début de phrase, puis on plie la feuille, on passe au voisin, à la voisine. Il écrit le milieu de la phrase, on plie et c'est un peu un truc de poésie justement. Qui a été créé, il me semble, par des poètes, il me semble. Et j'avais essayé ça avec mes élèves, ils avaient trouvé ça marrant. Et je me dis, c'est vrai, en fait, finalement, dans le cadre d'apprentissage, même des gens qui parlent pas français à la base, ça peut être sympa. Donc ouais,
à des enfants, mais finalement, avec des adultes aussi, ça peut être marrant. Et vraiment, tu manques pas d'idées, en fait, parce que voilà, il y a le livre, il y a la musique, il y a l'Insta, le TikTok, potentiellement ces ateliers de poésie. Tu penses que, enfin, vraiment, c'est un besoin aussi de pouvoir t'exprimer de différentes manières? Ouais. J'ai besoin de bouger. Je pense que tu me comprends. Je sais pas si je peux le dire, mais je pense que tu peux comprendre. J'ai besoin de toucher à tout et je pense que c'est pas pour ça que c'est pas cohérent, parce que tout a un lien et que finalement c'est juste des processus créatifs différents, mais ça rejoint une même envie d'exprimer ce qu'on ressent, de partager des choses, de faire une connexion sociale, de pouvoir toucher à tout et quand je ne fais rien et quand je ne crée pas, j'ai l'impression de n'être rien, et ça c'est aussi une peur d'un jour ne plus avoir de projet. Ah oui. Ça c'est ma peur. Et est-ce que t'as peur aussi parfois de n'avoir rien à dire? C'est pas encore arrivé. Il y a toujours un truc qui m'inspire, il y a toujours... Mais par contre, de rester dans le registre de l'amour, ça me fait peur. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder. Justement dans la volonté de faire des enquêtes et des trucs que ça... J'y réfléchis tout doucement, mais calmement, pas trop vite. À faire des trucs un peu plus poussés, sur des sujets plus poussés, sur des sujets de société. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, le syndrome de la page blanche. Mais je l'ai pas encore eu, donc... Je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Et tes textes, enfin en tout cas sur les réseaux, tu parles beaucoup de rupture, aussi d'amour, mais de rupture, de choses tristes. C'est plus facile de parler de choses tristes que de choses heureuses? Oui. Et en plus, il y a plein de vidéos que j'ai faites, c'est pas du tout ce que je ressentais à ce moment-là, quoi. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à parler de trucs tristes, mais oui, j'arrive beaucoup plus à mettre des mots sur des choses tristes. Et j'avais vu justement, il me semble que c'était un format de... Je sais pas si je peux dire des noms de marques. Oui. Enfin, je sais plus si c'était... Je pense que c'était Tarmac qui avait fait un sujet comme quoi les chansons devenaient de plus en plus tristes. Ah oui. Et les gens consomment des sujets de plus en plus tristes. Mais moi, je le remarque, en fait, quand je fais des trucs heureux, ça va pas forcément vraiment plaire aux gens. Alors, il faut faire attention de ne pas faire des trucs pour plaire aux gens, bien sûr. C'est juste que moi, depuis toujours, j'écris des trucs tristes. mais non, c'est vrai que les gens, en fait, partagent beaucoup plus et aiment beaucoup plus les trucs tristes. Vrais trucs de société. Ouais. Et toi, tu remarques ça aussi chez toi? T'écoutes plus de chansons, par exemple, tristes que de chansons joyeuses? Ouais, et en fait, même dans les chansons que je consomme, je pense que j'écoute beaucoup de chansons d'amour, en fait, finalement. Et quand on remarque... j'ai l'impression que parce que du coup, je m'entoure de plus en plus de personnes, d'artistes, etc. Et ils écrivent beaucoup sur l'amour, ils écrivent beaucoup sur des trucs tristes. Donc ouais, j'ai pas l'impression que ce soit justement spécialement moi. Ouais. T'es beaucoup inspirée aussi par ceux qui t'entourent. Enfin, tu disais, voilà, les textes, c'est pas forcément toujours toi. T'es fort inspirée aussi par tes amis, les personnes qui t'entourent et ce qu'on te raconte. Ouais, vraiment. Et parfois, ça va pas être intentionnel, mais je peux avoir passé une journée avec une pote et en fait, le soir, écrire un texte où c'est clairement inspiré de sa vie. Bon, j'ai pas d'exemple où j'ai vraiment raconté l'histoire d'une pote, ça m'est quand même pas arrivé, mais ça peut être inspiré de... Par exemple, il y avait une période où je voyais... Toutes les potes que je voyais, elles avaient des histoires d'amour où la personne en face était inaccessible, où on n'était pas prêt à s'engager émotionnellement. Et donc c'est ce qui a pu ressortir dans une de mes vidéos et qui a parlé d'ailleurs à énormément de monde, et pas que à des gens de mon âge d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est assez hallucinant aussi. Quand des femmes d'une 50aine d'années m'envoient des messages pour me dire en fait, j'ai 50 ans, mais c'est la même chose, quoi. Ça te touche justement de pouvoir t'adresser à autant de gens, quoi, ne pas être entre guillemets cadenassé à une catégorie d'âge, mais vraiment toucher tout le monde. Ouais, ça me touche, mais ça fait peur aussi, parce que je me dis, si en fait à 50 ans elles sont aussi déçues par l'amour, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Mais non, bien sûr, ça me touche. C'est bizarre et c'est touchant à la fois. Et justement, avec mon rapport à la vieillesse et tout, moi, j'ai peur de vieillir. Ah oui. Et il y a ce truc où, d'un côté, du coup, ça fait peur de recevoir ce genre de message, puis d'un autre, ça rassure, parce que c'est se dire, en fait, 40 ans de plus, et on peut vivre les mêmes émotions qu'on a vécues à notre âge, là, maintenant. J'ai perdu le fil de mon idée, mais...
C'est pas Je grave, pense que j'ai fini. c'est le but d'un podcast. Et tes vidéos, il y a aussi l'image. L'image est elle-même très poétique, quoi. T'es toujours en train de filmer comme ça des éléments quand toi tu te balades dans la rue. Enfin, on voit pas mal Bruxelles, etc. T'es toujours en train de filmer des éléments et de te dire, ça ira dans une vidéo plus tard. Oui. Et en plus, sans que ça prenne vraiment de la place, je suis pas à filmer tout le temps. Ouais, oui. Mais là, par exemple, je suis allée au resto. Je me suis fait un petit date solo, c'est très important. Et ouais, j'ai filmé 2-3 séquences qui étaient sympas de gens qui étaient autour, qui mangeaient sur une petite place à Ixelles. Ouais, c'est vrai que je filme quand même sans que ce soit... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de jamais vraiment filmer. C'est vraiment quelques secondes, mais c'est des secondes qui sont importantes sur le moment. Mm-hmm. Et ça te plaît ce moment de montage vidéo aussi Oui. avant de le diffuser? Ouais, mais par contre, je pense que je pourrais quand même faire mieux parce que je fais vraiment des montages à la va-vite, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis maintenant, on a l'avantage avec les logiciels de montage de pouvoir faire des sous-titres automatiques que je corrige quand même, évidemment, que je coupe, etc. Mais ce qui est en fait finalement assez rapide maintenant. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu une volonté de retourner à des formats plus longs parce que plus travaillés, parce que plus de montage. Mais ouais. Quand tu dis format plus long, tu voudrais faire des vidéos de des petits docus ou des trucs comme ça, ça me plairait bien, je pense. Même à l'étranger, justement, peut-être, comment dire, reprendre le même genre de sujet que je vis ici à Bruxelles, mais voir comment d'autres personnes dans d'autres pays peuvent ressentir l'amour, vivre l'amour. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant avec des images, justement, d'autres pays, quoi. Et d'ailleurs, là, quand j'étais à Londres, j'ai fait un peu des images de Londres et tout, et ça change, ça fait du bien aussi de monter des trucs différents avec des ambiances et des personnes différentes. Mm-hmm. Ça te nourrit vraiment de découvrir comme ça d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres paysages aussi? Ouais, vraiment. C'est vraiment ça qui fait du bien, qui enrichit, Ouais, c'est clair. Et en même temps, là, ça fait 1 an que je suis sur les réseaux, j'y consacre beaucoup de temps et je me rends compte que je perds du temps du coup pour d'autres choses. Ouais. Et pour le moment, je suis terrifiée parce que j'ai l'impression de ne plus avoir aucune culture générale. Et ça me fait peur parce que aussi en journalisme, quand tu fais tes études... Les tests d'actualité toutes les semaines. 2 ans, t'es obligé de savoir tout sur le monde, entre guillemets. Et donc là, je me sens un peu con. Parce que j'ai plus aucune... Ça, il faut vraiment que je lui libère du temps pour me remettre un petit peu dans tout ça, dans l'actualité et dans la culture générale. Ouais. Et tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Ça dépend des semaines. Il y a des semaines où mon téléphone, j'ai pas répondu à mes messages et j'ai pas forcément consommé. Et puis il y a des semaines où je peux passer vraiment plusieurs jours par jour. Malheureusement, heureusement, je sais pas, mais malheureusement. Et comment tu fonctionnes en fait? Est-ce que tu as une espèce de calendrier éditorial? Enfin, tu te dis, je vais publier par exemple 2 fois par semaine, ou c'est vraiment au feeling? Non, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment libre. Il y a des semaines où je peux vraiment publier toute la semaine. Il y en a d'autres où je publie 2-3 fois, d'autres où je vais à peine publier. Mais il y a quand même, faut pas être illusionniste, ça se dit pas. Faut pas être dans l'illusion, genre l'algorithme te pousse à poster. Et je me suis jamais sentie en mode faut que je poste et tout, en mode vraiment catastrophée, stressée, non. Mais clairement, on voit la différence quand on passe plusieurs jours à ne pas poster. Après, c'est galère d'avoir de la visibilité sur nos posts, même dans certains formats. Moi, par exemple, je sais que mes stories vont être vues. Je vais faire un post photo, pas beaucoup de personnes vont le voir. Par contre, un post vidéo, là, des milliers de personnes vont le voir. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est tout un apprentissage. On nous apprend pas... en même temps... faudrait peut-être faire des études spécialisées là-dedans, et je sais que ça commence à exister, mais toute l'étude des médias, des publics, l'étude de auto-entrepreneur, mais dans les réseaux. T'as peur parfois d'arriver à un rapport un peu malsain avec les réseaux sociaux? Non, je pense pas. Je crois que j'arrive quand même assez bien à le gérer. Justement parce qu'il n'y a pas ma tête tout le temps. Je sais que les moments où, là pour le livre, j'ai dû un peu plus le montrer, avec la chanson aussi, ça me saoule qu'on voit ma tête tout le temps. Et
je peux avoir un malaise de me dire ah j'ai l'impression qu'on me voit partout et ça m'énerve et voilà. Mais par contre, je sais que si un jour je dois arrêter, j'arrêterai. Enfin, j'ai pas de pression, je me sens pas en mal-être par rapport au réseau. Et aussi, et grâce au fait que les gens sont bienveillants. Et j'ai pas ce truc où on me réclame des choses ou j'en sais rien. Les gens, ouais, non, sont cool. Et comment tu l'as vécu du coup, tout ce moment de presse, parce que tu as eu pas mal de presse récemment, beaucoup d'interviews. Comment tu as vécu le fait qu'on te parle beaucoup de toi et de voir beaucoup parler de toi? Comme maintenant. Ouais. Mais comme je tombe vraiment sur des personnes qui sont cool à chaque fois, qui sont gentilles, qui s'intéressent à ce que je fais et qui me posent pas aussi des questions où je suis libre d'aller un peu où je veux et ça va. Et c'est intéressant comme exercice d'être du côté de l'interviewée plutôt que de l'intervieweuse, ce que j'étais avant. Je pense que ça m'aide aussi. Je pense que j'aurais pas été aussi à l'aise si j'avais pas... Là, par contre, le journalisme m'a vraiment appris les codes d'une interview. Qu'est-ce que je dois dire? Aller straight to the point, ce genre de choses. Mais c'est clair que c'est très fatigant, faut pas c'est très positif et je suis très reconnaissante. Mais c'est vrai que enchaîner là, ça fait 1 mois et beaucoup de fatigue. C'est parce qu'on sort beaucoup de soi, parce qu'on doit être assez précis et qu'on doit se vendre de nouveau. Mais ça va. C'était quand même une très chouette expérience. Et tu as déjà vu un impact, aussi bien sur les réseaux que sur peut-être les précommandes du livre ou les écoutes du single? Au niveau des écoutes du single, Course Poursuite, elle a été mise en rotation sur plusieurs radios. Trop bien. Donc c'est trop cool. Et oui, là, vraiment, je vois la différence. Précommande du livre, j'arrive pas trop à dire... parce que comme il y a des interviews qui étaient... Il y a peu d'interviews qui ont été vraiment fixées sur le livre, vu qu'on se concentrait plus sur Course-Poursuite. Mais pour Course-Poursuite, du coup, vraiment, ça a été nickel. Et pour le livre, là, il y en a eu 1 ou 2. Je suis sûre qu'il y a peut-être 1 ou 2 précommandes qui ont joué, mais je pense pas que ça a été le déclencheur pour les précommandes. Mais par contre, ça m'a, outre en fait les projets même, ça m'a permis d'avoir un premier contact avec les médias qui m'ont tous demandé de revenir plus tard. Donc ça, c'est trop chouette. Et avec qui le contact social et humain a été trop bien. Et donc ça, c'est toujours positif pour la suite. Ouais, clairement. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ton single à la radio? Encore ce matin, on m'a mis les 2, donc Course Poursuite et Joli et Sourd. Et à un moment donné, vraiment, en fait, l'interview, ça aussi, c'est hyper intéressant de regarder comment chaque interview commence. Parfois, on m'introduit, parfois, il y a un petit point météo avant. Enfin, c'est hyper intéressant de voir un peu comment on introduit à la radio. Et là, c'était en fait directement, on écoutait ma chanson, et puis il y avait l'interview. Et vraiment, je me suis sentie seule pendant 3 minutes à être devant. Mais le chroniqueur était vraiment incroyable. Mais juste le moment où... pendant 3 minutes, on écoute ma chanson et puis on arrive à l'interview, là, c'est long. Mais c'était lunaire, en fait. Je réalise pas. Est-ce que, tu le disais, t'as un mi-temps à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à avoir une rémunération de ton écriture? Non, pas encore. Pas du tout. Je suis pas encore de mon écriture. Les vidéos, si j'avais un compte français, là, je gagnerais ma vie. Mais là, sur TikTok, du coup. Pourquoi c'est différent? Il y a une monétisation, en fait, sur les vidéos TikTok. Je crois que c'est dans 3-4 pays du monde. C'est la France, l'Espagne, la Suisse. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y a 3 ou 4 pays dans le monde en France. Alors qu'en Belgique, toujours pas le cas. Là, j'ai vu qu'ils avaient débloqué une fonctionnalité où on peut proposer un abonnement, donc les gens peuvent s'abonner et payer pour un abonnement plus privé sur TikTok et donc faire un contenu plus spécial. Mais ça m'intéresse pas de faire payer les gens. Je trouve ça un peu bizarre, donc je le ferai pas. Mais ouais, j'espère qu'un jour TikTok, que la Belgique acceptera que TikTok amène la monétisation dans le pays. Et j'ai déjà fait des petites collaborations, mais j'évite au maximum, qui m'ont rapporté un peu, mais clairement pas de quoi vivre, quoi. Ouais, c'est ça. Et la musique, j'ai gagné très exactement $59 depuis le début. Donc c'est $59, mais j'ai investi beaucoup plus dedans. Donc, voilà. Tu nages bientôt dans des piscines de billets.
Et est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu en as envie déjà? Est-ce que tu penses que c'est possible de vivre un jour de ton art? Si j'arrive justement à faire des conférences et des ateliers d'écriture, je pense que ça peut être une solution. Puis le livre, j'espère que ça va me permettre de gagner de l'argent. Mais comme je disais tantôt, j'aime cet équilibre, le fait d'avoir un travail très normal. J'aime pas le mot normal, mais d'avoir un travail fixe avec un salaire fixe et puis d'avoir un truc à côté. En tout cas, ça va vraiment bien ma vie actuelle. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de biens, je n'ai pas de voiture. On verra dans 5 ans. Mais en tout cas, dans ma manière de vouloir vivre actuelle, ça me convient totalement. Et l'argent que je gagne avec mon mi-temps me convient. Je ne suis pas une grande dépensière, donc c'est suffisant. Trop bien. Et tu te rends compte du coup aussi que c'est un peu... tu es un peu entrepreneuse aussi, en plus d'être artiste? Il y a des gens qui ont posé ce mot-là il y a pas longtemps et ça m'a fait bizarre. Mais du coup, oui, je m'en rends compte. Déjà, un peu d'être multitâche, en fait, dans le milieu des réseaux, en fait, de faire le montage, de faire une voix off, de faire... d'aller à des interviews ou what the fuck. C'est vraiment quand j'ai engagé Lucas aussi, mon attaché de presse, où je me suis dit, ah ouais, ça c'est une étape quand même. Et la maison d'édition, là aussi, je me suis dit, d'ailleurs même au niveau des contrats et tout, hein, je passe par la Smart, qui est une entreprise où en gros on est salarié dans l'entreprise, ce qui nous permet de facturer des contrats, mais c'est la Smart qui nous rémunère. En vrai, c'est important d'en parler parce que moi j'ai vraiment pas des contrats réguliers, et donc le fait d'être indépendante complémentaire, ça ne me servira à rien pour le moment. T'as une protection. Et donc j'ai une protection juridique, j'ai des assurances aussi, je suis assurée avec la Smart, et je suis assurée d'être payée aussi, donc c'est super. Mais donc c'est clair que et même au niveau administratif, sortir une chanson, c'est beaucoup de paperasse. Bon, c'est marrant à faire, mais il faut le faire, et il faut payer aussi. Enfin, il faut savoir où déclarer, la SABAM, les plateformes de distribution et tout. Donc faut être quand même bien renseigné et pas faire les choses parce que ça peut nous retomber dessus malheureusement. Donc c'est clair que à ce sens-là, pour tout ce qui est déclaration, assurance et statut, là je me sens entrepreneuse. T'as l'impression justement d'avoir beaucoup appris avec toutes ces expériences que tu viens de vivre? Ouais, c'est hyper enrichissant, et le monde de la musique, je suis qu'aux prémices encore, que ce soit des rencontres humaines et un apprentissage du milieu de la musique, en fait me rendre compte que c'est des gens qui sont hyper bienveillants, qu'il y a énormément d'entraide, que c'est beaucoup de partage, c'est aller boire un verre en ville tous ensemble, je m'imaginais vraiment pas que le monde musical c'était comme ça. Et aussi au niveau quand t'es dans un studio avec un ingénieur son, même encore maintenant il y a des trucs que je comprends pas, et c'est normal. C'est beaucoup de mots anglais, c'est beaucoup de puis je fais pas d'instrument de base, donc c'est aussi apprendre à transmettre, à transposer mes mélos qu'il y a dans ma tête dans un truc concret avec des instruments et tout ça. C'est faux. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Et du coup, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Je réfléchis un petit peu avant de répondre. Ça peut être à tous les niveaux, aussi bien professionnel que privé. Oser faire... Je crois que c'est aller à l'étranger pendant plusieurs mois et vraiment faire un projet là-bas et le sortir. J'ai énormément peur de louper des trucs ici et de pas profiter assez de mes grands-parents, parce que là, ils vieillissent, ils arrivent en fin de vie, et j'ai une peur, mais qui partent en fait quand je suis là-bas. Et donc ça, ce serait... pas dire au revoir parce que ce serait que quelques mois, mais laisser mon frère, ma sœur, laisser mes grands-parents, pas facile. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. De rien.
Merci Laure d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité